Bonjour, voici venir, tranquille, éclectique et passionné, musique, mon amour. Une émission de Véronique Sauger pour Accent 4. Camélia Schmitak, autrice, étudiante en lettres. Camélia Schmitak est une jeune autrice, étudiante en lettres à l'université de Strasbourg, avec déjà, à tout juste 19 ans, plusieurs livres à son actif, dont Azulia, le message de l'horizon, chez Echo Éditions, et dont il sera question dans cette émission. Camélia Schmitak plonge très tôt dans l'écriture qu'elle pratique, peu ou prou, depuis l'âge de 7 ans. Elle a mis en place une littérature de l'imaginaire intelligente et humaniste, avec la création d'un univers proche de la science-fiction et de la fantasy. La plupart de ses écrits se distinguent par une importance accordée à la sociologie, voire à une forme d'anthropologie, et surtout aux questions environnementales. Sur fond de Roumanie, qui est le pays natal de sa mère, Camélia Schmitak a créé et compte une société imaginaire rythmée par des symboliques fortes, quasi initiatiques, dans un monde d'étrangetés qui ne sont, en apparence, pas militantes, mais qui entrent dans le dur des inquiétudes écologiques du moment, essayant de concevoir une nouvelle société réfléchie, un futur possible et respectueux, et dont les personnages cherchent leur place dans un imaginaire préoccupé par les erreurs et les conflits humains. Un long voyage semé d'aventures et d'enseignements. L'écriture et les publications de Camélia Schmitak sont à suivre absolument. Ainsi, le message d'Azulia, odyssée de deux femmes jalonnées de chants et de rêves. Prénom, Camélia. Nom, Schmitak. Profession, autrice, étudiante en lettres. Lieu, de Saverne à Strasbourg. Camélia Schmitak, histoire d'enfance. Premier tableau. Camélia Schmitak, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Accent 4. Camélia Schmitak, vous êtes écrivain, alors on dit autrice. Et vous êtes jeune, vous avez 19 ans et déjà plusieurs livres publiés. Et vous êtes née à Saverne. Alors, quel était ce monde de votre enfance? Quel était l'environnement sonore peut-être là-bas? Mon père a toujours été dans la technique. Il est encore d'ailleurs technicien. Et ma mère, elle a toujours été mère au foyer. Du coup, elle est venue de Roumanie. Elle travaillait là-bas, mais ici, depuis qu'elle a emménagé en France, elle s'est consacrée donc à moi puis à mon frère. J'ai donc vécu à la campagne, donc l'environnement sonore et visuel était très naturel, entre notamment les chants des oiseaux, le parfum de la campagne en général, enfin les fleurs de chez mes voisins, etc. À l'école primaire, j'étais entourée surtout d'un ami qui habitait donc dans le village, et donc on s'inventait souvent des histoires. Bon, c'était surtout basé sur ce qu'on voyait en cours. En général, c'était plutôt historique. Donc quand on voyait ensemble les Gaulois, etc., on se pointait plutôt sur cet univers-là. Parfois, on pointait sur un univers un peu plus fictif, sur une histoire qu'on avait lue en classe, ou sur un animé que ma cousine aimait bien, parce qu'elle était vraiment à fond dans les mangas à l'époque. Et du côté donc de mon ami, on avait tendance à organiser des choses. Il avait un garage qui était abandonné. On s'amusait à aménager le garage, puis à patrouiller dans son grand jardin pour voir si on ne trouvait pas de petits animaux blessés ou ce genre de choses, sachant qu'il y avait une ferme derrière. L'adolescence, les choix. Camélia Schmitak, deuxième tableau. Camélia Schmitak, quel est votre parcours? Alors, il y a le bac déjà, et ensuite il y a un fort goût pour la philosophie. Oui. Et l'inscription à l'université de Strasbourg en lettres modernes. Vous pouvez parler un peu de ce parcours? Alors, ce que je sais depuis toute petite, parce que mes parents ont pu me le confirmer, c'est que je voulais devenir professeur. Je m'amusais même parfois dans la salle d'attente du médecin à distribuer des magazines ou ce genre de choses aux autres patients. Et donc ça a effectivement évolué, mais plutôt dans le sens où à l'école primaire je voulais être maîtresse de maternelle, en CP je voulais être maîtresse de CP, etc. C'est vraiment quand je suis arrivée en 6e que je me suis un peu plus centrée. D'abord c'était en prof d'histoire,
Mais je me suis rendu compte que finalement j'avais plus un attrait pour le français, sachant que déjà depuis un moment j'écrivais des histoires depuis l'âge de 7 ans à peu près. Depuis l'âge de 7 ans. Oui. Très précoce quand même. Et puis il y avait la littérature qui m'intéressait aussi, mais aussi et surtout la linguistique. Donc peut-être parce que comme ma mère était roumaine, j'aimais déjà m'intéresser aux langues en général. Et puis je m'amusais souvent à la corriger quand elle fait des fautes ou ce genre de choses. Et donc ça s'est confirmé en 4e. J'ai eu une enseignante qui m'a vraiment fait découvrir à la fois la langue française et la littérature française. Elle s'appelait donc Madame Bérigny-Jolet. C'est d'ailleurs cette classe que j'ai écrit mes premières nouvelles. Et donc c'est elle qui m'a encouragée par la suite. En 4e, oui. C'est quand même pas si souvent que si jeune, il y a déjà une capacité à créer, parce que c'est quand même... oui, ça se fait pas tout seul. Bon, j'ai commencé à hésiter en première quand j'ai découvert comme le baccalauréat a changé. On a maintenant des spécialités. Et donc j'avais pris comme spécialité sciences économiques et sociales, humanité, littérature et philosophie et anglais, monde contemporain. Et c'est en découvrant la philosophie dans la spécialité humanité, littérature et philosophie. C'est très très brillant si je peux me permettre. Merci. Bah après on n'était vraiment pas très nombreux, on était 5 élèves en première puis 3 en terminale. On avait en fait une enseignante pour la littérature et un enseignant pour la philosophie. J'étais déjà à ce moment-là déchirée un peu entre les deux parce que le professeur de philosophie avait un don fou pour nous montrer à quel point la philosophie est incroyable. Et importante. Et importante, surtout, oui. On débattait souvent entre nous, surtout qu'on était un petit cercle, donc on pouvait échanger convenablement. Il nous interrogeait souvent pour qu'on ait nous-mêmes nos propres réflexions à partir de ce qu'on étudiait. Et c'est ça que j'aimais vraiment le plus, pouvoir réfléchir à partir de ce qu'on avait vu, à partir de notre expérience. Et c'est ce qui m'a fait hésiter entre la philosophie et les lettres. Mais puisque ça faisait bien plus longtemps que j'étais dans la littérature, etc., bah, je me suis vraiment centrée là-dessus. L'ennui, c'est qu'on est vraiment concentré sur quelque chose de littéraire. Alors, ouais. Je ne peux pas m'en plaindre parce que c'est vraiment mon domaine, mais l'intérêt de la philosophie, qu'on s'intéresse aussi par exemple à d'autres domaines qui m'intéressent également, la politique ou la sociologie, des choses qu'on ne va pas forcément retrouver en littérature, parce qu'on va plus se concentrer vraiment sur la langue et sur la technique de l'écrivain. Ce qui est très pratique pour l'écriture à côté, bien sûr. C'est pour ça, encore une fois, il y avait cette hésitation. Camélia Šviták, Histoire et expérience. 3e tableau. Camélia Šviták, vous écrivez, voilà, on l'a dit, on le redit, vous écrivez 3 livres déjà publiés à 19 ans. Ça m'interpelle, aussi jeune. Après, j'ai bien entendu qu'à 7 ans déjà, les histoires se racontaient, ne serait-ce qu'à l'oral, et qu'après, il y avait presque des mises en scène. Est-ce que vous diriez qu'on apprend à écrire? Est-ce qu'on apprend à écrire? Enfin, à écrire, je ne parle pas du stylo, mais vraiment de l'écriture, de la littérature, en fait, de l'écriture littéraire. Comment est-ce qu'on apprend à écrire? Et pour vous, qu'est-ce qu'un bon écrivain, entre guillemets, hein? Moi, je pense que ça vient de ma mère, d'une partie, comme elle me racontait des histoires depuis toute petite, même des histoires qu'elle inventait elle-même. Et après, au fur et à mesure, du coup, il m'arrivait d'imaginer des histoires moi-même. Et par la suite, j'avais vraiment envie de les réécrire. Je pense que c'était surtout pour pouvoir me plonger vraiment purement dedans. Je trouvais que l'aspect écrit on s'y concentrait plus. C'était un moyen de prolonger et de le tourner dans une dimension différente. Alors après, par la suite, quand on rentre vraiment dans l'envie de partager à un public, là par contre on va effectivement, enfin moi c'est ainsi que je l'ai ressenti, se comparer à d'autres, voir par là qu'il y a des manières de raconter différentes, propres à chaque individu, et qu'effectivement il y a une progression, un peu comme je fais du dessin aussi, on va voir notre trait se préciser, et bien qu'avec le temps, notre manière de raconter va être différente, comme nos scénarios. Camélia Šviták, la musique des mots. 4e tableau. Camélia Šviták, qu'est-ce qui vous pousse dans vos romans, donc 3 romans, à explorer des univers? Alors, j'y trouve beaucoup de symbolique et aussi une dimension écologique. Et je dis ethnique, alors c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment autour d'un peuple qui est créé ou d'une société qui est recréée dans le roman. Est-ce que c'est lié à des sons
à un univers sonore? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pendant mes séances d'écriture, je travaille très souvent avec de la musique ethnique ou tribale. Et à partir de là, effectivement, il m'arrive même d'écouter une musique et de créer toute une scène à partir de cette musique. Mais il y a aussi effectivement la musique des mots. Alors, ce n'est pas vraiment mon rayon. J'ai un ami qui est vraiment très très fort là-dedans, Jonathan Hamel. Il a aussi été publié, un poète. Alors lui m'a montré effectivement que l'aspect de la mélodie et donc de la sonorité des mots, des rimes, etc. est vraiment très importante, même dans un roman. Et c'est ce que j'ai appris en lisant aussi des conseils à droite et à gauche, que rien que le rythme des phrases, et je l'avais effectivement ressenti aussi auparavant, mais je n'avais pas posé de mots là-dessus. Par exemple, dans une scène de combat ou ça, on va avoir des phrases plus courtes, alors que c'est quelque chose de plus tranquille. Par exemple, on va décrire une prairie avec le vent qui va souffler dans l'herbe, etc. Ça va être des phrases plus longues, peut-être plus complexes aussi. Et certains écrivains vont même réussir à faire sentir le rythme d'une respiration. Et donc, voilà. Camélia Schmittack, un livre, deux mondes. 5e tableau. Camélia Schmittack, dans un livre écrit par d'autres, qu'est-ce que vous recherchez, vous, à entendre des sons grâce à l'écriture ou à plonger dans un univers de couleurs ou dans des histoires qui découvrent des contrées inventées et lointaines? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Alors, actuellement, je suis effectivement... ça fait des années que je suis plus attirée par le genre science-fiction fantasy, qui effectivement nous paysages nous envoient dans un autre univers. J'ai remarqué que ce n'était pas uniquement mon cas à moi, puisque beaucoup ont tendance et vont aussi le présenter ainsi, à vouloir échapper à ce monde et découvrir un autre totalement inventé. Mais ce que je recherche le plus dans mes lectures, c'est quelque chose qui va m'émouvoir, quelque chose qui va, il le faut, me faire monter les larmes aux yeux ou ce genre de choses. C'est une nécessité, en fait, de se retrouver ou de créer un univers qu'on peut tailler à sa mesure, finalement. Aussi bien d'un point de vue idéaliste, entre guillemets, et rêver aussi, par rapport à la difficulté de l'époque, là, aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une nécessité? Avec le premier livre d'Asulia, j'avais remarqué effectivement un espèce de mur, même sentimental, quand j'ai écrit les premiers chapitres qui se passent donc à la surface, donc dans notre monde en 2050. Il y a une partie qui se passe dans notre monde, entre guillemets, donc ce qu'ils appellent à Asulia à la surface. Il y a tout un contexte géopolitique avec encore les pays importants, les plus riches, les États-Unis, la France, la Russie, etc. Et l'histoire va lier ce monde-là à un monde souterrain qui se trouve dans une poche d'air, en fait, sous les États-Unis, et qui est complètement autarcique, qui n'a donc aucun lien avec la surface a priori, avec donc un peuple qui s'y est développé, des espèces, donc une faune et une flore complètement différentes, donc qui ont une histoire différente, une politique différente, des traditions différentes. L'histoire va faire un lien entre ces deux mondes-là. Et ce que j'avais donc remarqué dans l'écriture du premier livre, les 4 premiers chapitres se passent à la surface et les autres à Asulia, dans cette grotte, je sentais ce petit malaise en écrivant les chapitres à la surface, parce qu'il relevait toutes mes inquiétudes pour l'avenir. Alors qu'à Asulia, il y avait cette impression de cocon, il est complètement isolé de la surface, malgré les liens qu'on va établir ensemble. Peut-être le fait de créer complètement un monde, d'imaginer un monde rêvé, c'est peut-être aussi... plus confortable, j'en sais rien. Hein. Oui, ça c'est clair. Après, Asulia n'est pas non plus une utopie. Il y a évidemment des problèmes qui leur sont propres, plus d'un point de vue politico-religieux, vu que là-bas elles sont très, très liées. D'accord. Non seulement on a cette coupure avec mes inquiétudes actuelles, mais aussi ce lien avec un passé qui m'est assez cher, notamment avec les peuples racines, les Amérindiens, les aborigènes, etc., qui ont beaucoup inspiré la civilisation asulienne d'ailleurs. Le concours d'écriture. Camélia Schmittack, 6e tableau. Camélia Schmittack, 15e concours d'écriture, l'association Gens du Monde, avec un premier prix décerné par les 10 jurys. Ça représentait quoi, ça, participer à un concours quand on a déjà écrit des livres? Et est-ce que c'était un défi? Oui, clairement oui, déjà, parce que quand j'avais publié mes premières nouvelles, les premières questions qu'on me posait, c'était est-ce que c'était un concours?
Alors que je ne m'étais pas vraiment imaginé participer à un concours. Enfin, les seuls concours auxquels j'avais participé, c'était organisé entre nous, entre les élèves. Et là, c'était donc vraiment un vrai concours. Et puis l'intérêt surtout de ce concours, c'était la partie un peu exercice, si on veut, d'écriture, avec un nombre de mots définis, certains mots proposés qui doivent apparaître dans le texte. C'était en soi un défi, c'était quelque chose que je voulais essayer depuis un moment. J'avais une amie, Chloé, qui faisait aussi des concours. Donc forcément, le faire avec une amie, c'était plus simple aussi. Donc c'était vraiment à la fois un défi et puis une bonne expérience. Alors l'intérêt déjà du concours, c'est que j'ai bien aimé du coup quand j'avais le livre en main et que je pouvais voir les textes des autres participants, c'est effectivement de voir toute cette diversité, on peut le dire, avec tant des éléments qui me paraissaient pour moi au départ très restrictifs, puisque je ne suis pas habituée à écrire avec des consignes, et de voir qu'on pouvait faire autant de choses différentes, et rien que par là découvrir la diversité des esprits finalement qui y ont participé. C'était à mes yeux le plus important dans ce concours. Est-ce que pour vous, le livre, le public des lecteurs, les écrivains, est-ce que c'est un monde à part? Est-ce que ce monde-là, on peut qualifier ça de monde littéraire, mais enfin, je crois que dans les termes, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais bref, qu'est-ce que vous pensez de ce monde-là? À mes yeux, c'est à la fois un monde différent, mais comme vous l'avez dit, on ne peut pas ne pas faire de lien entre les mondes. C'est effectivement un monde à part, un peu mystérieux au fond aussi, parce qu'on n'a pas vraiment la main là-dessus. C'est ça qui est magique aussi avec le monde de la littérature et aussi de la philosophie, puisque beaucoup de philosophes ont écrit, c'est que même une fois morts, leur sagesse est encore transmise. Et c'est ce qui rend un peu ce monde mystérieux et, comme dit, hors de contrôle. Camélia Schmittac, l'inquiétude, l'écologie. 7e tableau. Camélia Schmittac, il y a des prises de position qui sont pas violentes, mais qui sont assez fermes, notamment par rapport à l'effondrement écologique. Vous qui êtes toute jeune, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est assez présent quand même dans ce que vous écrivez, oui. Et dans le texte du concours, et dans le livre. Est-ce qu'il y a un espoir derrière qu'il se passe quelque chose, que ce point de vue que vous écrivez puisse faire bouger quelque chose? Alors ce serait peut-être un peu arrogant de dire que mon point de vue, voilà, c'est possible. Hein, non, il fait partie d'un tout. C'est un sujet qui est très important dans ma génération parce qu'on est en quelque sorte ceux qui commençons déjà maintenant à souffrir. Bon, on n'est pas la seule génération à souffrir forcément. On a en quelque sorte commencé, mais il faudrait vraiment qu'on prenne vraiment des mesures vraiment très strictes, qu'on se motive et qu'on s'unisse face à ça. Ce n'est pas forcément en étant divisé par peut-être nos points de vue différents, nos histoires différentes, etc., qu'on va, ou même nos convictions différentes, nos envies et nos besoins différents, qu'on va forcément réussir à aller quelque part. La prise de conscience, elle est là, elle commence forcément, voilà, et puis il y a toujours les acteurs à droite et à gauche qui viennent nous rappeler les problèmes s'il le faut. Et ça tourne autour de ce grand, j'allais dire défi, c'est plus un défi, là, c'est une urgence extrême. L'air que l'on respire et le ciel et la terre et l'eau. Exact. Déjà, on est tous responsables au fond. Le problème est surtout occidental, si je puis m'exprimer ainsi. C'est nous qui devons prendre la responsabilité de nos actes et qui devons aussi agir en premier. C'était le peuple aztèque qui mettait lui aussi en avant du coup l'amour, mais du coup l'amour au sens du respect notamment des autres, même si effectivement il se faisait aussi la guerre, mais il considérait toujours l'adversaire comme un être humain malgré tout. Et c'est peut-être ça qui nous manque au fond. C'est de l'humanité. C'est ça. Et donc c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à travailler et qui commence vraiment à avoir son importance autant que l'histoire finalement. Les sons, les rythmes, le livre. Camélia Schmittac, 8e tableau. Camélia Schmittac, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le son, le rythme, la résonance? Ça forme un tout au final, la poésie. C'est ce qu'on observe beaucoup du coup dans les textes qu'on analyse. C'est ce que j'avais du mal au départ avec la poésie. On se concentre à la fois sur le rythme, on a vraiment quelque chose de presque mathématique avec le rythme notamment, mais aussi du coup avec les sonorités, avec les assonances, donc les allitérations. On peut vraiment trouver des symboliques cachées. Cette musique qu'on peut trouver dans les textes, qu'on peut trouver dans les films par rapport à la réalité. Même dans le rythme, dans ce genre de choses, va susciter en nous des émotions. On va prendre par exemple une scène terrifiante, on aura peut-être moins peur s'il n'y a pas le violon derrière. Et puis finalement, on s'aperçoit que
La réalité aussi a ses sonorités. Elles ne sont peut-être pas composées, mais elles sont là. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu prenant, quelque chose qui résonne presque en nous au final, enfin du moins c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça un peu avec toutes les musiques en général, mais la particularité, surtout les musiques tribales, les Amérindiens, surtout du coup les Navaros, jouent le tambour en le considérant comme étant les battements du cœur de la terre. On retrouve très souvent ce son de battement derrière la mélodie elle-même, et j'ai l'impression que c'est ça surtout qui résonnait énormément. Et la poésie, pour moi ça traduisait un peu plus du coup cette histoire de communion entre les peuples eux-mêmes, qu'ils considèrent comme étant les esprits ou la nature elle-même, etc. Réinventer le monde. Camélia Schmittak, 9e tableau. Camélia Schmittak, cet univers à la fois sonore et très symbolique. Dans votre écriture, comment vous le réinventez? Alors je m'en suis surtout servie pour la construction de la civilisation assoulienne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des politiciens, des prêtres si on veut, en même temps d'être des politiciens. Notamment le chef, Lengo, qui va donc à la fois avoir un contact avec son dieu et avec son peuple. C'est extrêmement intéressant de se servir des civilisations qui existent encore, même si on essaye de les faire taire et de les faire disparaître. Voilà. Est-ce que vous pensez, Camélia Schmittak, que les livres, les écritures, cette transmission-là peut à un moment être prise au sérieux, c'est quand même quelque chose de très sérieux, être un chemin proposé pour le monde là aujourd'hui? Alors c'est ce que je mentionnais surtout à ma mère quand on parlait de ce sujet-là, du but d'Assoulia et de la réflexion, c'est que à mon avis, au point où on en est, on ne va pas forcément réussir à aller très loin si on ne se retourne pas. C'est pour ça qu'on étudie l'histoire en théorie, mais apparemment on ne la retient pas vraiment. Notre origine n'est pas vraiment différente des autres espèces. Notre développement était différent, mais on n'est pas forcément pour autant supérieur. Et c'est ce que considèrent encore aujourd'hui les peuples autochtones, les peuples racines, qu'on reste égaux aux autres créatures, pas forcément animales d'ailleurs, mais végétales aussi. Le réchauffement climatique pourrait être finalement un message même philosophique de la nature. On pourrait l'interpréter de cette manière également si on voulait le voir d'une manière plus poétique, plus mystique. Ça m'a très souvent fait penser à ça, aux plaies d'Égypte qu'on retrouve dans la Bible par exemple. Les plaies d'Égypte, oui. On a tendance plutôt à se dire que on va s'adapter, on va continuer parce qu'on a toujours fait ça. On entend très souvent que l'homme s'est toujours adapté, s'est toujours sorti des pires situations. Et que c'est pour ça, en quelque sorte, qu'on aurait qu'on soi-disant mériterait de continuer. Alors qu'au final, non, pas forcément. Parce qu'au fond, avant, il y a très très longtemps, nous aussi, on était un peu comme les peuples racines. Il y avait les Gaulois, les Celtes, qui eux aussi avaient cette philosophie, cette vision de la nature. Camélia Schmittak, Azulia, le message de l'horizon. 10e tableau. Camélia Schmittak, comment travaillez-vous un nouveau projet de livre? Alors, comme je me considère encore comme débutante, j'ai tendance à changer. Bon, après, on apprend tout au long de notre vie, donc je continuerai à changer. Donc, j'ai tendance à changer d'un livre à un autre. Avec les premières nouvelles, j'avais tendance juste à écrire comme ça venait, et puis à retravailler éventuellement le texte. Azulia, je l'ai d'abord écrit sur un cahier, puis j'ai fait une pause à un moment donné. Parce que j'en avais parlé avec une amie, c'est Chloé Berthelot, qui m'a beaucoup aidée pour cette histoire. Et elle m'a poussée en quelque sorte indirectement à faire un scénario à l'avance pour que je lui explique ce que je comptais faire de ce livre. Et c'était bien plus simple du coup de l'expliquer à quelqu'un que de juste poursuivre. Et si elle n'avait pas été là, je pense que... là-bas, j'étais dans une période où ça faisait 2 ans que je n'avais plus vraiment écrit un projet sérieux. C'est surtout elle qui m'a poussée à poursuivre. Et puis par la suite, ma mère, quand elle a commencé à découvrir l'histoire. Et ça m'a permis de renouveler un peu cette passion pour Azulia, puisque finalement, ça m'a fait découvrir que mon histoire était bien plus riche que ce que je pensais. Et j'ai vraiment envie, du coup, de travailler vraiment dans le détail de scénario en plus du texte, puisque au fond, c'est également ça, la richesse de l'histoire. On peut avoir le nom, clairement, du roman en question. Azulia, le message de l'horizon. Voilà. Camélia Schmittak, être ou ne pas être poète. 11e tableau. Camélia Schmittak, vous n'écrivez pas de poésie. Il y a quand même tout un monde poétique. Voilà, on parlait des peuples et des ethnies. Et
Dans ce que vous écrivez, faites de la poésie, enfin vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Créez un personnage qui s'exprimerait par la poésie. Il dirait des choses comme les autres, mais d'une manière rythmée, avec des métaphores. Je trouve que les sujets que vous portez, ils se prêtent à une dimension poétique. Ce serait vraiment très intéressant et très pertinent. Le monde, est-ce que le monde est poésie quand même? Qu'est-ce que c'est le monde? Déjà, c'est ce qu'on connaît. Et la poésie en général vient de ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on a vécu. Ça vient de notre monde, finalement. Camélia Schmittach, l'émotion, l'écriture. 12e tableau. Camélia Schmittach, j'aime bien terminer par l'émotion. Qu'est-ce qui vous émeut le plus? Alors en général, c'est surtout la nature. Mais la nature sauvage, la nature qui n'a pas été marquée par la main de l'homme, qui abrite encore sa faune et sa flore telle qu'elle est. C'est comme un lien avec nos origines elles-mêmes. Et c'est quelque chose que je ne ressens pas même à la campagne. On ne foule pas la terre première telle qu'elle est. D'où l'écriture. Vous êtes sur Accent 4, l'instant classique dans votre région. Accent 4 est une radio associative. Aidez-nous, faites un don ou abonnez-vous à nos programmes. Rendez-vous sur le site www.accent4.com.